La cordillère des Andes est le domaine privilégié des condors qui planent très haut au-dessus des cimes. Ces sommets majestueux longent tout le continent sud-américain, depuis la mer des Antilles au nord jusqu'au détroit de Magellan au sud, ce qui représente une distance de plus de 8000 km. À 2500 mètres d'altitude, les Andes abritent les ruines paisibles d'une ville construite par les Incas à l'époque où ils régnaient dans cette région, il y a 400 ans, sur un empire prospère. L'économie de l'empire Inca reposait sur l'or et l'argent qui regorgeaient jadis dans cette contrée. On dit qu'autrefois, les murs du palais étaient décorés de fabuleux ornements d'or et d'argent, ces métaux précieux étant tout aussi largement utilisés pour rehausser les vêtements et la vaisselle. Aujourd'hui, l'homme n'a rien perdu de sa passion pour l'or. Voilà 7 ans à peine, l'or a été découvert ici, au cœur de la jungle amazonienne. Dès que la nouvelle s'est propagée, près de 20 000 personnes se sont frayé un chemin jusqu'ici pour y trouver la richesse. Nourris par l'espoir de rentrer chez eux très riches, les chercheurs d'or achètent les droits d'exploitation d'environ 2 mètres carrés de sol qu'ils creusent de plus en plus profondément. En l'espace d'1 an à peine, la montagne qui se trouvait ici a été transformée en vallée. Voici une pépite d'or extraite de la boue de cette mine à ciel ouvert. Elle pèse 6,8 kg. Elle est évaluée à des dizaines de millions de dollars. L'homme a découvert depuis des temps immémoriaux que la terre était source de minéraux tels que l'or, l'argent et le cuivre, et il ne cesse de la creuser en tous sens pour lui arracher toujours plus de ressources naturelles. La Terre a récompensé cette quête en fournissant les ressources naturelles dont l'homme s'est servi lorsqu'il a créé la civilisation. En fait, on peut dire que cette civilisation que l'homme a créée à son usage est fondée sur ce qu'il a su extraire du sol. Comment ces ressources naturelles se sont-elles accumulées? Pour trouver la réponse, il faut retracer l'histoire de l'évolution de notre planète. Il y a 4,5 milliards d'années environ, l'accumulation de planétoïdes et astéroïdes entrant en collision les uns avec les autres s'est traduite par la création de cette planète que nous appelons la Terre, ainsi que des autres planètes du système solaire. Ces planétoïdes et astéroïdes sont à l'origine de toutes les ressources que l'on trouve sur la Terre. Les incessantes collisions de ces corps ont maintenu la surface de la Terre à une température suffisamment élevée pour qu'elle garde une consistance visqueuse. C'est ainsi que s'est formé un océan de magma de quelques 500 km de profondeur et d'une température superficielle de 1300 degrés. Toutes les ressources naturelles qui existent aujourd'hui se trouvaient jadis en mélange dans cet océan de magma. Toutefois, l'or, l'argent et le cuivre ne deviennent des ressources récupérables qu'à partir du moment où leur densité a atteint un certain niveau. Quels sont les mécanismes qui ont été mis en jeu pour que ces ressources deviennent récupérables? Des milliers d'oiseaux de mer plongent dans l'océan pour attraper du poisson. Ces petites îles, les îles Barestas, qui se trouvent au large des côtes du Pérou, abritent des centaines de milliers d'oiseaux de mer, et leur surface est recouverte des fientes blanches de ces oiseaux. Une dizaine d'espèces d'oiseaux de mer, dont des pélicans, des fous bruns et des goanets, ont élu domicile sur cet archipel. Leurs fientes sont appelées du guano,
et constitue un précieux engrais pour l'agriculture. Autrefois, les régions côtières au pied des Andes étaient recouvertes d'épaisses couches de guano. Les Incas vénéraient ces oiseaux et ceux qui les tuaient étaient sévèrement punis et parfois de la peine capitale. Autrefois, le guano constituait l'une des richesses naturelles des Andes. S'étirant sur 8000 km du nord au sud, la cordillère des Andes est la seule chaîne montagneuse du monde à aller de l'hémisphère nord à l'Antarctique. Elle possède de nombreux sommets qui vont jusqu'à 6000 mètres. Au cœur des Andes se trouve le désert de l'Atacama. C'est dans cette zone aride que les précipitations sont les plus faibles du monde. Dans certaines régions du désert de l'Atacama, il n'a plu que quelques rares fois depuis le début du siècle. Dénué de toute flore, ce sol nu et stérile est appelé vallée de la mort. Bien que privée de végétation, cette contrée désolée est riche en ressources naturelles. Voici la mine de Chuquicmata, la plus grande du monde. Cette mine à ciel ouvert fait 4000 mètres de long sur 450 de large. Outre la mine de Chuquicmata, il y a des dizaines d'autres mines de cuivre dans les Andes. La cordillère recèle un véritable trésor de cuivre, mais aussi de l'or, de l'argent et de l'étain. Comment la nature a-t-elle élaboré les riches gisements métallifères des Andes? Voici une vue des caractéristiques géographiques du continent sud-américain établies d'après des données recueillies par le satellite d'observation météorologique NOAA. Lorsqu'on superpose les données NOAA et les données d'altitude, la cordillère des Andes commence à apparaître dans ses dimensions le long de la limite occidentale du continent sud-américain. Si l'on marque les mines de cuivre avec des repères sur cette carte, on s'aperçoit qu'elles sont toutes situées le long de la cordillère. Cela dénote qu'il existe un rapport étroit entre la formation de la chaîne montagneuse et la répartition des ressources en métaux. Voici 100 millions d'années, les Andes ont commencé à surgir brutalement. Les questions que l'on se pose, c'est pourquoi il n'y a que le bord occidental du continent qui se soit soulevé, et quelles conséquences ce soulèvement a-t-il eu sur la création des ressources naturelles de cette région. Pour résoudre cette énigme, il faut étudier les structures du sous-sol du continent sud-américain. La tectonique des plaques est une théorie selon laquelle la surface de la Terre se compose de plaques qui bougent par suite du transfert de chaleur du centre de la Terre vers la surface. Selon cette théorie, le bord oriental de la plaque du Pacifique a été contraint de passer sous le continent sud-américain, alors qu'il dérivait vers l'ouest, voici une centaine de millions d'années. La réunion de ces deux plaques a obligé le continent sud-américain à se soulever pour former la cordillère des Andes.
mouvement des deux plaques tectoniques en sens contraire exerce une compression sur les roches sous-jacentes qui sont à une température élevée, ce qui entraîne leur fusion et les transforme en magma. Il se produit alors une ascension des magmas jusqu'à quelques kilomètres sous la croûte terrestre où ils forment des bassins. Lorsque la pression dans ces bassins devient trop forte, les magmas remontent par les fissures de l'écorce terrestre et donnent naissance aux volcans. C'est cette activité volcanique qui est à l'origine des gisements métallifères que l'on trouve dans les Andes. Les vestiges d'animaux marins tels que les coraux qui se trouvent dans la couche blanche visible sur cette montagne prouvent qu'il s'agit d'un ancien fond marin. La dérive vers l'est de la plaque du Pacifique, sous la plaque de l'Amérique qui dérivait vers l'ouest, a provoqué le soulèvement du fond marin qui se trouve maintenant à des milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette montagne qui culmine à près de 6000 mètres est l'un des volcans les plus hauts du monde. Ce haut plateau à 4300 mètres d'altitude agit comme un radiateur pour la chaleur contenue à l'intérieur de la Terre. Du fait de la pression atmosphérique, l'eau souterraine entre en ébullition à la température relativement basse de 86 degrés. L'eau produite par la fonte des neiges et qui s'est infiltrée par les crevasses de la croûte terrestre est chauffée par le magma, puis jaillit dans les airs. Cette eau chaude projetée en geyser nous rappelle la très forte accélération du magma. Les hauts plateaux andins sont recouverts de nappes de dépôts volcaniques d'une très grande épaisseur, qui peut parfois atteindre 1000 mètres. Ces dépôts volcaniques que l'on trouve dans cette vallée s'appellent des ignimbrites. Les habitants de cette vallée construisent leurs maisons avec les ignimbrites. Les ignimbrites se forment lors du durcissement des cendres volcaniques ou d'éléments plus gros comme les lapillis. Elles contiennent de grandes quantités d'air. Légères et faciles à tailler, les ignimbrites servent de matériaux de construction depuis très très longtemps. Voici une grosse roche tendre. On peut très facilement en détacher un morceau. Elle se compose essentiellement de ces fragments de lave, de gros fragments que les géologues appellent de la ponce. Leur composition vitreuse contient principalement de la silice avec de nombreux cristaux, surtout de quartz, et puis aussi quelques feldspaths typiques des roches volcaniques. Les ignimbrites sont légères et contiennent énormément d'air, ce qui permet de les utiliser comme isolants contre l'ardent soleil du désert. Les habitants des régions volcaniques des Andes bâtissent leurs maisons avec ce matériau.
Les roches formées au cours des éruptions volcaniques constituent une ressource importante pour les populations andines. La mine de Chuquicmata, la plus grande du monde, est elle aussi le produit d'une activité volcanique. Différents types de minerais de cuivre forment des strates dans la mine. Les gisements s'étendent sur plusieurs kilomètres en profondeur. Ces gisements ont été formés par des magmas souterrains. Mais comment ces magmas ont-ils pu former des veines de minerais de cuivre? Nous ne voyons malheureusement pas les volcans de la cordillère des Andes. Ils sont tout près de nous, à 50, 60 km peut-être. Et les volcans et cette mine sont le produit de l'action du magma. La montée des magmas les amène au volcan et, dans le cas présent, jusqu'à la croûte terrestre, où elles déposent du cuivre. C'est le résultat de la différenciation des magmas par la température et l'eau phréatique. Il y a quelques 40 millions d'années, les Andes étaient le siège d'une intense activité volcanique. Dans la région de Chuquicmata, plusieurs volcans ont dû être très actifs et une énorme quantité de magma s'est accumulée à de grandes profondeurs. Ces magmas contenaient du cuivre et bien d'autres substances. Au début, ce cuivre était une ressource sans grande valeur car sa concentration était très faible. Le magma souterrain se refroidit progressivement à mesure que sa chaleur est absorbée par la roche environnante. Au cours de ce processus de refroidissement, différents minéraux se cristallisent pour former des masses durcies. À ce stade, il y a séparation de l'eau contenue dans le magma par ébullition. L'eau en ébullition absorbe le cuivre et dans la mesure où sa densité est inférieure à celle du magma environnant, elle remonte vers la surface de la Terre. Cette eau en ébullition, qui est soumise à une très forte pression, se fraye un passage par les fissures de la roche, là où la structure rocheuse est faible. À mesure que l'eau en ébullition est refroidie par la roche environnante, le cuivre qu'elle contient se cristallise et se dépose sous forme de minerai de cuivre. Ce processus est typique de la formation de la chalcopyrite, qui est un minerai de cuivre sulfuré. Voici du minerai de chalcopyrite. On voit parfaitement que ce minerai a été déposé dans des fissures de la roche. Le minerai que l'on trouve à Chuquicmata a une teneur en cuivre encore plus élevée que la chalcopyrite à cause d'un phénomène régional. Les sommets andins qui culminent à 5000 ou 6000 mètres sont recouverts de neige en hiver. Au printemps et en été, l'eau produite par la fonte des neiges s'infiltre dans le sol et parvient par écoulement souterrain jusqu'au désert de l'Atacama. Bien qu'il constitue la parcelle de terrain la plus desséchée qui soit en surface, le désert de l'Atacama possède de nombreux cours d'eau souterrains. Au fil du temps, ces rivières souterraines ont traversé les dépôts de chalcopyrite dont ils ont emporté le cuivre. Plus en aval, le cuivre en suspension se recristallise et se transforme en un autre minerai sulfuré appelé chalcosine.
Ce minerai noir, c'est de la chalcosine qui contient davantage de cuivre que la chalcopyrite. Au fur et à mesure de ce processus, la concentration en cuivre est augmentée par les eaux souterraines et le minerai devient alors une ressource intéressante. L'extrême aridité du désert de l'Atacama joue un rôle important dans la constitution d'une forme originale de cuivre. À cause de cette aridité, même les eaux souterraines s'évaporent rapidement. À mesure que cette évaporation fait baisser le niveau des eaux souterraines, il y a dépôt d'un minerai de cuivre d'une jolie couleur verte, l'atacamite. C'est sur cette belle partie verte que le cuivre est concentré. Les eaux souterraines ont joué un rôle fondamental en faisant de ce cuivre qui se trouvait avant dans les magmas une ressource naturelle exploitable commercialement. Après extraction à l'explosif, le minerai de cuivre est transporté jusqu'à une raffinerie où il est fondu dans des hauts fourneaux. Le minerai est chauffé à l'état liquide afin que les impuretés qu'il contient puissent être enlevées. Comme à l'origine, le cuivre a été concentré sous une chaleur extrême. Et à nouveau, on utilise la chaleur pour le raffiner encore. La teneur en cuivre des minerais est de 1 à 2%, ce qui est extrêmement élevé par rapport à la concentration dans les magmas, où le cuivre et de nombreuses autres substances sont contenus de façon égale. Il a fallu à la nature un temps excessivement long pour donner une telle concentration de cuivre. La nature fournit à l'homme du cuivre pur. L'eau qui a permis la concentration du cuivre dans les Andes a également donné naissance à un autre paysage magnifique. Voici la plaine salée de l'Atacama, une immense étendue saline qui couvre tout un plateau à 2500 mètres d'altitude. Depuis des temps immémoriaux, les gens qui habitent dans le désert d'Atacama se servent de cette plaine comme d'une source de sel naturel. Comment cette vaste plaine saline peut-elle se trouver ici, au cœur des montagnes, si loin de la mer? La plaine salée de l'Atacama n'est pas la seule étendue saline des Andes. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les plaines salées se trouvent souvent à proximité des volcans. Bien qu'il ne puisse y avoir apparemment aucun rapport, l'eau et l'activité volcanique jouent un rôle important dans la formation de ces étendues salines. Monsieur José Naranjo, qui est chercheur au Bureau d'études géologiques et minières du Chili, nous explique la formation de cette plaine salée. Cette vallée sert de bassin collecteur pour toutes les eaux qui descendent des montagnes environnantes. Comme il n'y a aucune issue par laquelle cette eau peut s'échapper, le sel filtré par les formations rocheuses magmatiques des volcans est transporté jusqu'ici par les eaux souterraines et les eaux superficielles.
Du fait de la très faible humidité de cette région, l'eau s'évapore en laissant le sel cristalliser. Et c'est ainsi qu'au cours des milliers d'années, ce bassin s'est transformé en une plaine de sel. Le sel provenant des cendres et du magma solidifié de cette région volcanique s'est déposé ici, et les flamants roses viennent s'y nourrir pendant la brève période qui précède l'évaporation de l'eau en été. Lorsque la fonte des neiges a pris fin, l'afflux d'eau cesse également, et le lac s'évapore en laissant une énorme quantité de sel. Depuis des millions d'années, la cordillère des Andes produit des ressources naturelles à partir des magmas et les accumule dans le sol, un stade aride où la nature poursuit son œuvre par les volcans et les déserts. L'écoulement des eaux souterraines a contribué à la concentration de minerais de cuivre dans le sous-sol des déserts andins et à la création d'une vaste plaine salée. S'il est vrai que l'eau de la Terre est issue de tels corps, y a-t-il de l'eau sur d'autres planètes du système solaire ? Pour répondre à cette question, nous allons examiner les planètes en fonction de ce que les études ont permis de déterminer jusqu'ici. On pense généralement que Mercure, Vénus et Mars, que l'on appelle souvent les planètes sœurs de la Terre, ont été elles aussi formées par des astéroïdes. Si c'était vraiment le cas, on pourrait s'attendre à y trouver de l'eau et des ressources naturelles comme sur Terre. Sur Mars, la planète la plus proche de la Terre dans le système solaire, règne un univers glacé avec des températures de surface qui s'abaissent jusqu'à moins 50 degrés. On pense qu'il y a pu y avoir de l'eau sur Mars à une certaine époque et que cette eau a permis l'accumulation de différentes ressources. Mais les études effectuées jusqu'ici n'ont fourni aucune preuve permettant de confirmer cette théorie. Quant à Vénus, qui est la deuxième planète la plus proche de la Terre, on pense qu'elle a eu de l'eau sous forme de vapeur. Toutefois, à cause de la proximité du Soleil, les rayons ultraviolets ont décomposé cette eau. Il est donc peu probable qu'il y ait sur Vénus l'accumulation de ressources que l'on trouve sur la Terre. La surface de la Lune, qui est l'astre le plus proche de la Terre, s'est fortement refroidie il y a environ 3 milliards d'années, c'est-à-dire bien avant la Terre. Ceci est dû au fait que la Lune est beaucoup plus petite que la Terre. La gravitation de la Lune était trop faible pour retenir une atmosphère humide. En conséquence, la surface de la Lune n'a connu ni eau ni érosion éolienne et porte surtout la marque des impacts laissés par la chute d'astéroïdes et de météorites. Les 6 explorations de la Lune faites jusqu'ici n'ont pas permis de découvrir la moindre ressource naturelle utilisable. Compte tenu de l'abondance d'eau, les éléments contenus dans le sous-sol de la Terre ont eu le temps de s'accumuler grâce à l'action des eaux souterraines qui a duré pendant des centaines de millions d'années. Mais il n'y a pas que dans le sous-sol que l'eau est collectée et permet la concentration de ressources. On sait depuis peu qu'il y a également accumulation de ressources naturelles sur les fonds marins. On voit ici le bathyscaphe américain Albert en train d'explorer les profondeurs de l'océan. Au cours des 10 dernières années, une soudaine activité magmatique des fonds marins a pu être observée maintes fois lors d'études effectuées au moyen de bathyscaphes semblables à celui-ci. On appelle ces roches rondes de la lave en coussin. Cette lave se forme lorsque les magmas sont refroidis par l'eau
et durcissent. On a découvert certains endroits du fond de l'océan où une chaleur extrêmement forte était expulsée des profondeurs de la Terre par des magmas situés sous ses fonds. Ce phénomène se rencontre souvent au voisinage des chaînes montagneuses qui forment une élévation au fond des océans et que l'on appelle une dorsale. Cette eau en ébullition contient de fortes concentrations de cuivre, de zinc et d'argent. Au fur et à mesure de son refroidissement, ces éléments se déposent par précipitation sur les fonds marins à proximité de ces sources chaudes pour former ce qu'on appelle des filons hydrothermaux. Le processus par lequel le métal est extrait des magmas et déposé sur les fonds des océans est le suivant. De vastes réservoirs de magma se trouvent sous ces dorsales subaquatiques. Les éléments métalliques contenus dans les magmas ou la roche des fonds marins sont absorbés dans l'eau surchauffée et sont expulsés dans l'océan à l'endroit des sources chaudes. Au fur et à mesure que cette eau surchauffée est refroidie par la mer, il y a précipitation des minéraux qu'elle contient. Ces dorsales subaquatiques où l'on trouve des filons hydrothermaux font l'objet d'un intérêt croissant, car elles constituent d'éventuelles zones d'exploitation de ressources naturelles. Depuis l'Antiquité, l'homme exploite ces sources chaudes qui contiennent des minéraux. Voici l'île de Chypre, située à l'est de la Méditerranée entre la Turquie et le continent africain. Il existe un rapport étroit entre Chypre et le cuivre, puisque ce dernier tire son nom de l'expression latine os cyprium, ce qui signifie bronze de Chypre. Située près de la mer Égée et de la Grèce, l'île de Chypre a connu une grande activité dans l'Antiquité. Les ruines que l'on trouve ici et là témoignent de son importance et de sa prospérité d'autrefois. Cette prospérité avait été fournie par la production de cuivre qui avait commencé à peu près 3000 ans avant notre ère. Ceci est une ancienne mine de cuivre, qui était jadis le centre d'une intense activité et qui est aujourd'hui enfouie dans la quiétude d'une pinède. Il y aurait les ruines d'une quarantaine de mines dans cette île. L'île de Chypre était tellement riche en cuivre que les marchands phéniciens qui commerçaient dans tout le bassin méditerranéen disaient que les ressources en cuivre de Chypre étaient illimitées. L'exploitation de ces ressources a largement contribué à l'expansion rapide de la civilisation méditerranéenne. On trouve des pots en bronze, ainsi que des représentations des divinités sur les armures et les casques en bronze. Le cuivre a été le premier métal utilisé par l'homme pour la fabrication d'outils.
La civilisation chypriote reposait sur le cuivre. Il y a très longtemps, cette île se trouvait sur le fond de la mer. Protozoophyllite formed in a very special tectonic environment over a subduction zone or in a supra-subduction zone environment. Xenophontos a été formé dans un environnement tectonique très particulier, au-dessus d'une zone de subduction ou de supersubduction. Ces zones se créent à l'endroit où une plaque est soumise à subduction et plonge sous une autre plaque. Le point de subduction est marqué par une faille très profonde et très étroite. Et dans cette faille, la roche de la plaque inférieure est érodée et alignée sur le bord d'attaque de la plaque supérieure. Il existe différentes preuves témoignant que cette île était jadis sous la mer. Voici de la lave en coussin, formée sur le fond de la mer lors du refroidissement des magmas au contact de l'eau. Ces dikes qui courent le long de la paroi rocheuse donnent le tracé des magmas qui se sont écoulés par les fissures du fond de la mer. On trouve des dikes comme celui-ci en différents points de l'île de Chypre. Ils sont la preuve que le fond de la mer à cet endroit a connu jadis une forte activité magmatique. Cette activité magmatique a dû former des filons hydrothermaux dans lesquels il y a eu concentration de cuivre. Le déplacement des deux plaques ayant entraîné le soulèvement du fond marin, le cuivre s'est trouvé à la portée de la main de l'homme. Les continents du globe continuent de se déplacer en dérivant lentement sur les plaques tectoniques. Il existe plus d'une douzaine de ces plaques qui se déplacent à la surface de la Terre sur laquelle reposent les continents. Si l'on pouvait enlever la mer, on pourrait voir ces plaques beaucoup mieux. Formées sur les dorsales subaquatiques, elles plongent peu à peu dans les profondeurs océanes et passent sous les continents qui les portent comme si elles se trouvaient sur un transporteur à bande. On pense que ce sont les fortes températures qui règnent au centre de la Terre qui sont à l'origine des mouvements tectoniques. Le dégagement de la chaleur depuis le noyau central met les plaques en mouvement, celles-ci entraînant alors les continents qu'elles supportent. Il y a 200 millions d'années, l'énorme continent appelé Pangée a commencé à se fissurer. La rupture a été déclenchée par la formation de fissures dans ce continent primitif provoquée par la chaleur terrestre qui s'échappait. Séparées en continents distincts, ces masses ont été emportées par les plaques à l'endroit où elles se trouvent actuellement. Le mouvement des plaques s'est traduit par différents événements tels que la formation de chaînes montagneuses et de volcans, comme on l'a vu pour la cordillère des Andes en Amérique du Sud et l'île de Chypre. Cette activité a également constitué un autre mécanisme naturel qui s'est traduit par la concentration des ressources naturelles du globe. Voici Rio de Janeiro, la porte du Brésil. Cette ville splendide est entourée d'une mer d'un bleu intense et de montagnes avec des rochers géants. Rio de Janeiro est situé à l'endroit où le continent américain se sépare du continent africain. La plupart des monts qui surplombent la ville portuaire sont constitués par du granit ou du gneiss. Le granit et le gneiss sont des roches qui se sont formées à une très grande profondeur sous d'énormes chaînes montagneuses par suite d'une température et d'une pression très élevées. À une époque, ces formations rocheuses étaient surmontées d'immenses chaînes montagneuses telles que les Andes ou l'Himalaya.
Ces chaînes ont subi l'érosion climatique au cours des millions d'années, ce qui a finalement fait apparaître le granit et le gneiss sous-jacent. La surface de la Terre n'a cessé de subir des transformations spectaculaires, dont l'érosion climatique des chaînes montagneuses et la séparation des continents. On trouve des preuves de la séparation des continents dans la région côtière qui s'étend du Cap de Bonne-Espérance à l'extrême pointe sud de l'Afrique jusqu'à la ville du Cap. Ici, on peut voir de nombreux phénomènes naturels analogues à ceux d'Amérique du Sud. Une gigantesque colline de granit formée d'une seule roche se dresse à une hauteur de 100 mètres à proximité de la ville du Cap. Ce roc en forme de dôme ressemble à ceux que l'on trouve à Rio de Janeiro et présente une particularité propre au granit. La séparation des continents en deux parties a déclenché de violentes activités magmatiques dans la région des grandes fissures. Et ces activités se sont traduites par une accumulation de précieuses ressources naturelles à l'endroit où les deux continents se sont séparés. Le sud-est du Brésil est une région qui conserve de nombreuses traces de cette fameuse séparation des continents. Cette zone ronde avec un léger renflement marque le centre d'un cratère. La structure principale du volcan a été désagrégée par l'érosion. La seule partie qui reste correspond à son point d'origine. Cette photo prise par le satellite d'exploration des ressources Landsat montre les marques d'un cratère. D'un diamètre de 20 km environ, ce cratère montre qu'à une certaine époque, ce volcan a connu une forte activité. Plus de 20 cratères de ce type ont été découverts au Brésil. Il est intéressant de noter qu'un grand nombre de ces volcans sont aujourd'hui des sites d'exploitation minière. Voici la mine d'Aracha. Ce site est constitué par les volcans apparus à l'époque où le continent s'est scindé. Les roches provenant des laves en fusion se sont transformées au cours d'une longue période en une terre fine qui allait faciliter l'exploitation minière. Ce sol contient du niobium qui aidera un jour à la fabrication de superconducteurs. Le niobium est un métal très lourd. On le trouve à l'état naturel dans les profondeurs de la Terre. Son émergence à la surface a été due au soulèvement du sol provoqué par la rupture du continent. Le niobium n'est pas la seule ressource minière de ces sites volcaniques. On y trouve également un sol riche en métaux rares, indispensable à la technologie moderne. Autrement dit, un drame aussi ancien que celui survenu lors de la rupture du continent il y a 100 millions d'années permet le développement aujourd'hui de notre technologie de pointe.
Le minerai de cuivre trouvé dans la Terre il y a 8000 ans fut la première ressource minière découverte par l'homme. Au cours des siècles suivants, l'homme, en poursuivant son avancée technologique, a su trouver de nouvelles ressources. Du champ limité de la surface de la Terre, il a étendu ses activités jusqu'aux confins de l'univers. Toute la technologie est basée sur ces ressources accumulées à la surface de notre planète. Sans ces ressources, véritables dons de la nature, l'évolution de l'homme comme des civilisations qu'il a lui-même créées aurait été impossible.